Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. On va parler d'une société juste et qui protège. On en parle avec plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire confrontés à la hausse des besoins sociaux des financements de l'État. Alors, quelles difficultés rencontre-t-il? Quelle est l'ampleur de la situation et quelle stratégie les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent-ils adopter pour continuer à défendre un modèle de société juste et protecteur dans un contexte, on le sait, de concurrence croissante du secteur privé et désormais aussi d'inconnus politiques qui soulèvent de nombreuses questions. Je vais d'ailleurs leur demander comment ils appréhendent les élections législatives à venir, que pourrait changer une victoire de l'extrême droite pour leur secteur. On en parle avec nos internautes et intervenants. Je vous les présente. On accueille tout d'abord Marie-Sophie Dessol. Bonjour, présidente de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée solidaire. Je vous invite à vous installer au milieu puisqu'on est quatre, donc on va se replier sur le centre. Vous nous direz quel est l'état des structures médico-sociales de votre fédération. On va prendre avec vous et nos autres invités le pouls du secteur associatif, des fondations, de l'univers mutualiste, des piliers du système de santé, des piliers d'ailleurs souvent mal connus du grand public. On échangera avec Éric Chenu, président de la Mutualité française. Merci d'être là. On parlera notamment avec vous de la place de plus importante du secteur privé. Quels risques peuvent être associés à la financiarisation des services sociaux? On discutera de ces zones médicalement sous-desservies où l'accès aux soins devient de plus en plus difficile. Et on verra avec Marion Lelouvier qui est avec nous. Bonjour, présidente du Centre français des fonds et fondations, que sur les territoires, la solidarité s'organise. Face à la fragilisation des modèles solidaires, émergent des collectes de fonds qui cherchent à pallier la diminution des financements publics. Et comme on parlera beaucoup des moyens de l'État, ESS France a convié le co-porte-parole du collectif Nos Services Publics. On accueille Arnaud Bontemps. Le collectif a publié en septembre 2023 un rapport sur l'état des services publics en France et il s'inquiète d'une perte de vision stratégique de l'État, vision dominée, dit le collectif, par une approche trop budgétaire. Il est en retard, il va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, merci à toutes et à tous d'être là. Je vais laisser cette place à Arnaud Bontemps, non pas que je ne pas me rapprocher de vous, Marisol. Avant de parler du contexte politique et de vos questionnements quant à l'avenir, j'ai envie d'abord de prendre le pouls de votre secteur, parce que c'est important avec les événements qui sont devant nous, cette incertitude. Est-ce que, à ce jour, votre secteur est fragilisé? Comment se portent les structures médico-sociales? J'ai entendu dire que notamment vos EHPAD étaient quasiment tous en déficit. Alors oui, mais s'il n'y avait que les EHPAD. Mais en réalité, je rappelle rapidement, donc, la FEHAP, c'est le secteur santé sur l'ensemble des champs de la santé, donc tant sanitaire, on a des hôpitaux de court séjour, on fait de la dialyse, on fait de la psychiatrie, santé mentale, on fait, et puis nous avons également toute une activité effectivement médico-sociale pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, et puis les personnes en situation de précarité. Et oui, globalement, notre secteur ne va pas bien. Euh, on a à peu près, dans nos hôpitaux de court séjour, 80% de nos établissements sanitaires qui sont en déficit. Et finalement, c'est le même chiffre pour les EHPAD, et c'est également le même chiffre pour tout le secteur à domicile, que sont les services de soins infirmiers à domicile ou les services d'aide à domicile. Donc, une difficulté majeure, massive, qui s'explique, on le voit bien, qui s'explique par les grandes tensions sur l'inflation et notamment le coût de l'énergie qu'on n'a pas été en capacité de supporter et pour lesquels même un fonds pour les EHPAD de 100 millions d'euros ne suffit pas. Aujourd'hui, on représente à peu près 20% de l'offre, côté donc personnes âgées. Le déficit prévisionnel 2023 est de l'ordre de 212 millions d'euros pour nos seuls établissements. Et le fonds pour l'ensemble du secteur EHPAD public et privé solidaire a été de 100 millions.
Donc vous voyez à peu près le gap dans lequel on se retrouve. Et si je rajoute à ça nos difficultés de recrutement, parce que on a eu quand même beaucoup d'EHPAD bashing et on a eu beaucoup un discours très dévalorisant du travail fait par les équipes. Oui, nous sommes inquiets. Et l'État n'a pas anticipé le choc démographique, enfin en tout cas c'est ce que vous considérez? Oui, écoutez, je pense que je ne suis pas la seule à le considérer. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose que l'on connaît, c'est quand même le choc démographique. C'est-à-dire qu'en 2030, on aura plus de personnes de plus de 65 ans que de jeunes. Donc, globalement, on devrait être en capacité quand même de planifier et de se dire, bon, comment on s'organise pour répondre à cela. Et je dois dire que la programmation, on se dit, ça peut passer par une loi de programmation. Comme ça, on a un débat normalement démocratique sur ce que l'on veut faire à destination de nos aînés. Pour être tout à fait honnête, ça fait 3 campagnes présidentielles où tout le monde nous dit oui, 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 c'est pendant ce quinquennat que nous aurons une loi de programmation grand âge. Pour l'instant, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Alors, on pourrait dire que ça ne passe pas par la loi. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ce que je souhaite, c'est que l'on ait effectivement une logique de planification, c'est-à-dire de visibilité. C'est comment on va répondre à ce défi démographique. Aujourd'hui, honnêtement, on n'a pas la réponse. Et il a quelles conséquences ce défi démographique aujourd'hui déjà, concrètement? Il y a des fermetures de lits en EHPAD, comment ça se traduit? Aujourd'hui, la situation dans laquelle nous retrouvons, qui est vraie d'ailleurs pour les personnes âgées, mais je pourrais dire la même chose pour les personnes en situation de handicap qui vivent à domicile, c'est que c'est extraordinairement difficile d'avoir une réponse qui soit une réponse adaptée aux besoins. Quand je dis réponse adaptée aux besoins, on peut être avec un déficit de réponse, c'est-à-dire d'heures réalisées nécessaires pour les personnes. On peut être dans des logiques de rupture, c'est-à-dire en fait la personne l'auxiliaire de vie est en arrêt et personne n'est là pour pouvoir répondre aux besoins. Et donc on commence à être également avec des difficultés pour les personnes de répondre à l'enjeu du coût de la prestation. Donc c'est vrai pour le secteur à domicile, mais c'est vrai également sur la difficulté de répondre aux besoins des EHPAD. Moi, je pense notamment à l'été. C'est-à-dire comment on assure les remplacements de nos soignants qui, objectivement, ont quand même également besoin de vacances. Donc, pour nos directeurs et nos adhérents, c'est une angoisse permanente de voir comment on continue à apporter une réponse de qualité. Marion Lelouvier, je rappelle que vous êtes présidente du Centre français des fonds et fondations. Est-ce que vous constatez aussi, à travers les fondations qui œuvrent sur le champ de la protection, qu'on est face à une situation difficile avec des modèles solidaires fragilisés? Oui, alors déjà une société juste et qui protège, je pense qu'on est tous d'accord sur l'idée que c'est d'abord la solidarité nationale. Donc on a un intervenant qui complétera nos propos sur les services publics, mais ce qu'on peut se constater, c'est que la puissance créatrice de l'économie sociale et solidaire, elle s'est mobilisée à chaque fois que l'État n'avait pas encore anticipé ou que l'État sort d'un certain nombre de politiques publiques, comme vient de le décrire Marie-Sophie de Saulles. On a un constat, c'est que dans les fondations, on a 2 types de fondations. On a les fondations qui opèrent des établissements et dont un grand nombre pour le secteur sanitaire et médico-social adhèrent à la FEAP. Et puis on a des structures, fondations, fonds de dotation, qui sont collecteurs et redistributifs. C'est un secteur qui ne cesse de se développer depuis que les lois ont évolué au fur et à mesure. Et d'ailleurs, le législateur a accompagné le développement de ces structures en créant un dispositif législatif et fiscal assez favorable, voire très favorable par rapport à ce qui peut exister ailleurs en Europe. Et on a aujourd'hui à peu près 7000 structures qui existent. On a un rythme de croissance de 8% par an. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime à la fois qu'il y a
une mobilisation sur l'intérêt général, puisqu'une fondation, elle n'appartient à personne, elle ne sert que sa cause. C'est un véhicule, c'est un outil de consensus, c'est un outil de financement d'une cause d'intérêt général. Et donc ce développement montre qu'il y a à la fois une volonté de développement et de mobilisation, mais ça montre aussi que les besoins sont croissants, qu'on est là dans un certain nombre de champs, que ce soit sur les secteurs de protection de l'enfance, que ce soit sur le secteur du logement, ou que ce soit sur les secteurs de l'accompagnement à la personne, où les financements diminuent. Sur les secteurs de la recherche, c'est vrai aussi. Et on constate que les fondations, par exemple, financent de plus en plus le public. Il n'y aurait peut-être pas autant, voire pas du tout, dans certaines luttes contre certaines pathologies, dans certains accompagnements, d'évolution des prises en charge, s'il n'y avait pas le secteur des fondations qui finançait ces projets de recherche qui sont un peu innovants, qui sont un peu en dehors des cadres, en dehors des normes, qui justement vont aller inventer des nouvelles formes à la rencontre de la physique et de la médecine, ou à la rencontre des sciences humaines et sociales et de la médecine. Et s'il n'y avait pas les fondations, le secteur public, l'État, ne serait pas en mesure d'accompagner ces développements. Pour en revenir aux établissements, comment ils s'adaptent aujourd'hui, ces établissements? Quelles solutions ils trouvent? Alors déjà, on a constaté depuis un certain nombre d'années, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, un gros travail sur la gouvernance des établissements. On a un travail sur la diffusion des bonnes pratiques avec un certain nombre de labels dans le secteur, un certain nombre d'organisations comme le Centre français et on a des structures cousines comme IDEAS qui permet d'offrir aux associations et fondations, par exemple, un autodiagnostic sur la gouvernance. On a un label qui s'appelle Don en confiance aussi sur la manière dont les fonds collectés auprès du public sont correctement redistribués. Et puis, on a un secteur qui se structure pour améliorer nos propres modes de fonctionnement, les questionner, les adapter sans cesse aux attentes des usagers, des résidents, des familles, des citoyens. Ça, c'est le premier point. Et sur les aspects financiers, parce qu'évidemment, la gouvernance, elle sert à stabiliser, à anticiper ces nouveaux modèles économiques qui doivent se créer, eh bien, on a effectivement de plus en plus d'hybridation des modèles, de nouveaux outils qui se créent, avec des associations, des coopératives, des entreprises sociales, des mutuelles qui créent des fondations ou des fonds de dotation pour lever d'autres fonds, pour financer l'innovation sociale. Je pense que la présidente de la FEAP ne dira pas l'inverse, puisqu'il y a un fonds de dotation qui a été créé il y a 1 an à peu près à la FEAP pour financer l'innovation sociale dans les établissements. Et puis, il y a des nouvelles formes aussi de coopération qui se créent sur les territoires avec ce qui s'appelle, même si ce n'est pas un statut juridique, la fondation territoriale, où on peut trouver autour de la table, eh bien, nous tous là, autour de notre table ronde aujourd'hui, c'est-à-dire les services publics, la collectivité et un certain nombre d'acteurs de l'ESS ou de l'économie conventionnelle qui se réunissent pour répondre à des besoins locaux. Merci. Alors, on parle depuis le début beaucoup des dotations de l'État, des baisses de moyens. On a avec nous le co-porte-parole du collectif Nos Services Publics, qui a publié, je rappelle, en septembre 2023, je vous invite à vous saisir du micro, un rapport sur l'état des services publics en France. Donc, Arnaud Bontemps, qu'en est-il des moyens des services publics aujourd'hui? Que dit le rapport? Est-ce qu'il confirme une baisse de moyens? Merci de poser la question de cette façon parce que, et c'est tout à fait intéressant, ce rapport ne confirme pas la baisse des moyens de l'État. Et donc, je commence volontairement comme ça parce que c'est contre-intuitif et il y a une forme de paradoxe très fort entre cette impression qu'on a plus que jamais aujourd'hui que les services publics craquent, qu'ils sont en difficulté, que l'État se retire, et une réalité. Il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires. Il n'y a jamais eu autant de moyens publics. Chaque année, le budget de l'État augmente d'année en année, les budgets des collectivités augmentent. Et donc, justement, dans ce rapport dont vous parliez, on a essayé de comprendre ce paradoxe et de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire, y compris qu'est-ce qui se passe. Et en réalité, ce que l'on constate, c'est que si les moyens des services publics, certes, augmentent, ils n'augmentent pas du tout à la hauteur des besoins de la population et qui, eux, évoluent très fortement. Un premier exemple que ma voisine connaît très bien, c'est prenons le secteur de la santé. Alors,
D'abord, c'est intéressant. On peut se demander c'est quoi des besoins de santé. C'est pas évident à définir et donc justement notre rapport s'attache à essayer de creuser cette question. On pourrait se dire première évolution des besoins de santé, c'est peut-être l'évolution de la population. Sur les 10 dernières années, la population a augmenté de 5%. On pourrait se demander peut-être que c'est pas suffisant et que les personnes âgées en fait ont plus besoin de santé. Donc on a regardé l'évolution des personnes de plus de 75 ans. C'est plus 12% dans les 10 dernières années. On pourrait se dire, là aussi, c'est peut-être pas suffisant, puisque toutes les personnes âgées ne sont pas malades, il y a des personnes qui ne sont pas âgées qui sont malades. L'évolution des personnes en affection longue durée, donc des maladies chroniques et les cancers, dans les 10 dernières années, c'est plus 34%. C'est une courbe d'évolution des besoins qui est massive. Aujourd'hui, c'est 1 personne sur 6 dans la population qui est atteinte de maladies chroniques. Les moyens des services publics, de l'assurance maladie, des hôpitaux n'ont pas du tout augmenté de 34% dans les 10 dernières années. Pour ne prendre que cette comparaison qui est limitée certes, mais qui dit quelque chose. Deuxième exemple, l'éducation. Il y a 40 ans, il y avait 1 jeune sur 4 qui allait jusqu'au baccalauréat. Aujourd'hui, c'est 4 sur 5. C'est une évolution massive qui a été permise par les services publics, qui est une forme de progrès de la société, mais qui évidemment mobilise les services publics. Et là aussi, on a une évolution des besoins massive qui aurait nécessité une évolution des moyens des services publics. Aujourd'hui, on parcourt 5 fois plus de kilomètres que nos grands-parents il y a 60 ans, et on les parcourt par ailleurs à 80% en voiture. Bref, une évolution des moyens, des besoins de la population massive est beaucoup plus forte que celle des moyens des services publics. Ce que dit notre rapport, et donc dans lequel on a analysé point par point tous ces secteurs, c'est que du coup se crée un écart croissant entre les moyens des services publics et les besoins de la population. Et dans cet écart, on comprend, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est l'explosion des inégalités. Je pourrais vous en donner plusieurs exemples. La deuxième, c'est une rupture croissante entre les services publics et la population d'une part, et entre les services publics et les agents des services publics d'autre part. Population et agents publics subissent tous les deux cette rupture. Et la troisième conséquence, c'est ce que nous on appelle la désocialisation de la réponse aux besoins. C'est un concept, je pense, vraiment clé pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est que dans cet écart se niche une explosion du secteur privé, et notamment du secteur privé à but lucratif, mais pas uniquement, et qui prend plein de formes différentes selon les différents secteurs. Ce n'est pas la même manifestation dans l'éducation, dans la santé, mais on retrouve ce même schéma d'une réponse qui n'est pas socialisée par le service public, mais qui est désocialisée par un secteur privé, et notamment un secteur privé à but lucratif. Et alors, comment on en arrive à cette situation? Vous dites finalement que l'État a perdu une forme de vision des services publics qui résonne davantage de manière budgétaire que dans l'expression des moyens. Alors, des besoins, pardon. C'est sûr, je suis fonctionnaire, je travaille notamment dans une grande institution qui contrôle l'usage de l'argent public, mais j'ai travaillé à l'assurance maladie, j'ai travaillé dans une collectivité territoriale. Quand vous êtes fonctionnaire et qu'on vous demande un acte, une réforme, quoi que ce soit, le prisme d'entrée n'est jamais ou quasiment jamais de savoir, tiens, posons-nous la question, quels sont les besoins de la population. En revanche, il y a un prisme qui est évident et immédiat dès le début, c'est le cadrage budgétaire, et il est souvent à la baisse. Et donc le premier cadrage, c'est moyens constants, voire objectif d'économie quand on fait telle ou telle réforme. Et les dernières réformes, de la protection sociale notamment, chômage, retraite, sont très évidentes de ce point de vue-là. Et donc, ce prisme-là budgétaire, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est non seulement dans la culture, mais il est aussi intégré dans des normes. Quand on vote le budget, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le budget de l'assurance maladie, le vote le plus structurant, c'est celui qu'on appelle de l'ONDAM, peut-être vous connaissez largement, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. On vote une enveloppe, et on dit l'objectif, c'est pas de dépenser l'enveloppe. On ne vote pas les besoins qu'on doit prendre en charge, on vote l'argent. Et ce prisme-là de raisonner avant tout par les moyens et par l'absence, parce que l'enjeu de l'ONDAM, c'est de ne pas trop le faire progresser, ou de le faire progresser le moins possible. C'est un prisme récurrent dans les finances publiques, mais dans les politiques publiques, et qui oriente l'État massivement depuis au moins une quinzaine d'années. Donc c'est un des premiers prismes qui nous emmène là, je pense, raisonner par les moyens plutôt que par les besoins.
Et je pense qu'il s'accompagne, il est tout à fait accompagné d'un autre et qui est un gros enjeu du débat public aujourd'hui, qui est une dépolitisation de l'ensemble des politiques publiques, c'est-à-dire c'est technique, finalement c'est du bon sens et il n'y aurait pas vraiment d'alternative et on les retire du débat public. Reposer la question des besoins, de quels sont les besoins de santé, quels sont les besoins d'éducation qu'on doit prendre en charge, c'est les remettre dans les mains de la démocratie et ça me semble nécessaire et je pense que les dernières semaines, derniers jours nous l'ont particulièrement montré. Éric Chenu, je vous ai vu particulièrement attentif. On a parlé de l'affaiblissement des services publics, on a parlé aussi des difficultés des acteurs de l'ESS sur le champ du social, du médico-social. Quels sont les grands défis face à cette situation? Est-ce qu'on ne risque pas une société avec une prise en charge des besoins sociaux à deux vitesses? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je me retrouve assez bien dans ce qui vient d'être dit par M. Bontemps à l'instant. En fait, sur la dépolitisation des grandes politiques publiques, des grandes réponses. Et finalement, il faut peut-être aussi qu'on s'interroge nous-mêmes dans la manière dont, en tant qu'acteur de l'ESS, sur le champ de l'innovation, sur le champ de la gestion de structures, en délégation de services publics ou pas, est-ce que nous-mêmes, on n'a pas finalement intériorisé une forme de dépolitisation? Je vais prendre le secteur qui est le mien, celui de la mutualité, de la santé, de la protection sociale. C'est quoi la promesse? C'est quoi finalement la contribution au contrat social qui est la nôtre? Que ce soit de la sécurité sociale ou de ce que les mutuelles ont apporté. On est là pour couvrir un aléa, un accident de la vie, un pépin de santé. C'est-à-dire que le jour où ça arrive, eh bien, la collectivité est là. Tout le monde protège tout le monde. C'est ça le projet. Et puis, petit à petit, par glissement, par réformes successives, par impensé, on est devenu des guichets payeurs qui venaient solvabiliser une dépense. Et on a rajouté de la dépense à la dépense. Il faut mesurer qu'en 20 ans, les dépenses de santé, elles ont augmenté de plus de 110%. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un désengagement, que ce soit de la Sécu ou que ce soit des complémentaires santé. En fait, on est passé de 9% du PIB affecté à la santé à 12%. Donc l'effort individuel, l'effort collectif, il est beaucoup plus important. Est-ce qu'il répond aux besoins? Monsieur Bontemps vient de le dire, globalement, non. Mais parce qu'on n'a pas re-questionné qu'est-ce que l'on devait socialiser, qu'est-ce que l'on devait solvabiliser. On a rajouté des couches aux couches. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'État qui veut tout faire, totipotent, plutôt que d'être sur sa mission, c'est-à-dire stratège et de planification, qu'il a perdu de vue, de capacité à faire, eh bien, on a sous-investi sur un certain nombre de choses. Et donc, en n'investissant pas, en ne réfléchissant pas en pluriannualité, on a créé des espaces pour que des acteurs lucratifs prennent des parts de marché. Sur le champ de l'hospitalisation, on a toujours eu des cliniques privées dans notre pays, mais qui étaient montées par un chirurgien, un anesthésiste qui voulait un plateau technique, qui voulait innover. Ce n'était pas trop problématique, ça fonctionnait plutôt bien. Et puis petit à petit, on a laissé ces cliniques être vendues, on a constitué des groupes, et la logique, elle a complètement changé. Là, on avait des gens qui avant gagnaient de l'argent en soignant, bon, c'est pas scandaleux, mais là maintenant, on a des gens qui soignent pour gagner de l'argent. C'est totalement différent. Et souvent d'ailleurs, fonds de pension étrangers qui demandent des niveaux de rentabilité totalement déconnants. Début des années 2010, l'État, l'assurance maladie, vision comptable, court-termiste, technocratique, dit la biologie, ça commence à coûter cher. Il faudrait que, dans une approche, une vision très industrielle, on regroupe les labos, comme ça coûterait moins cher, on pourrait payer la biologie moins cher. Très bien. Donc on lance ça. Aucune réflexion sur les effets de bord en termes d'aménagement du territoire, conséquences pour les assurés sociaux, les patients, mais surtout, on crée du coup des grands groupes par LBO successives, rachats, etc., qui font des culbutes financières absolument scandaleuses. Et on se retrouve dans un truc totalement ubuesque en 2022, quand, après la crise sanitaire,
on s'aperçoit qu'un certain nombre de labos se sont fait des couilles en or, qu'on dit, bon, il faut peut-être quand même qu'ils rendent une partie de l'argent. Ah ben là, bras de fer, c'est super compliqué de leur demander de payer parce qu'ils sont en situation oligopolistique. Regardons ce qui se passe aujourd'hui avec les soins de premier recours. On a un certain nombre d'acteurs lucratifs qui viennent sur les petits espaces. Ils ne viennent pas apporter des réponses sur l'offre de soins de premier recours. On pourrait dire, bon, bah, voilà, nous, Marie-Sophie, nous les mutualistes, les assos, les fondations, on n'a pas été capable de, etc. Les acteurs lucratifs font et ils apportent des réponses qu'on n'apporte pas. Non, non, ils viennent sur les segments qui rapportent. Et donc, ils viennent fragiliser les réponses des centres de santé associatifs, municipaux, mutualistes. Parce qu'avant, dans notre contribution à l'intérêt général au commun, on avait et des actes qui rapportent très peu, qui sont très déficitaires, et des actes qui permettaient d'un peu mieux équilibrer. Mais quand vous avez des acteurs qui ne viennent et qui ne prennent que les actes très rémunérateurs, ben, vous déséquilibrez tout le reste. Sur les centres d'ophtalmologie, par exemple, le panier moyen des centres lucratifs qui se sont mis en place, ils ont un panier moyen qui est 2,5 fois supérieur à celui des centres de santé classiques. Sur les EHPAD lucratifs, dont on a vu le scandale que ça a pu donner il y a 2 ans, les prix moyens des places habilitées à l'aide sociale sont plus importants dans le secteur lucratif que dans le secteur public ou dans le secteur non lucratif. Voilà. Et tout ça parce qu'on ne sait pas poser les bonnes questions. Et donc, la question fondamentale, c'est quelle part de richesse nationale souhaite-t-on, peut-on, veut-on allouer à la protection sociale, au fait que tout le monde protège tout le monde, au fait qu'on finance la cohésion sociale. Voilà, ça, c'est le premier sujet. Est-ce que c'est 12%, 13%, 15% du PIB? Ça doit être un débat démocratique, éminemment politique. Et puis après, comment on le répartit pour faire renforcer les phénomènes redistributifs, pour réduire les inégalités. Les inégalités sont importantes, se creusent dans notre pays. On se concentre souvent sur les inégalités de revenus. On oublie les inégalités de patrimoine, qui sont beaucoup plus massives que les inégalités de revenus. Mais il y a une inégalité dont on ne parle quasiment jamais, et qui est la première pour moi. C'est l'inégalité face à l'espérance de vie. On a 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus riches, les 5% les plus pauvres pour les hommes. 8 ans pour les femmes dans notre pays. Ça, on n'en parle pas. Ça devrait être un élément marquant dans les politiques publiques. Comment on met des moyens pour réduire cela? Comment on se donne des objectifs à 5-10 ans pour réduire drastiquement cet écart d'espérance de vie? Éric Chenu, vous avez commencé à dessiner un petit peu les solutions. On va en parler tout à l'heure, mais au préalable, et on parlera aussi de la place du secteur privé, j'ai envie de vous entendre chacune et chacun sur le sujet, mais au préalable, au regard du tableau que l'on vient de peindre, où on voit qu'il y a une situation fragilisée, une expression des besoins sociaux de plus en plus importants et une baisse des moyens alloués, comment très concrètement vous analysez la situation que l'on vit aujourd'hui? Est-ce que vous redoutez l'épisode politique que nous vivons, le contexte d'inconnu, une victoire de l'extrême droite? Je pose peut-être la question à Marie-Sophie Dessol. D'abord, comment vous appréhendez, au regard de tout ce qu'on vient de se dire, ces élections législatives? Écoutez, deux points. Tout d'abord, la FEAP a des adhérents qui accueillent des demandeurs d'asile, à des adhérents qui accueillent des mineurs non accompagnés. Nos adhérents, ils sont dans une logique d'accueil universel de tous. Donc voilà, après, un choix de la société, mais clairement, nos adhérents ont eux-mêmes fait un choix, étant donné les réponses qu'ils apportent. Puis le deuxième point peut-être d'inquiétude, et finalement, la question de la stabilité politique
et de l'impact que cela peut avoir sur l'appréciation de la dette de la France, sur l'appréciation que l'on peut avoir de notre crédibilité pour nous permettre de poursuivre le développement de notre modèle social. On a quand même un modèle social unique en France. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à le préserver, et je pense que toute instabilité sera un élément, j'allais dire, délétère pour la préservation de ce modèle social. Marlène Louvier, vous redoutez aussi le contexte qui se dessine? Alors oui, dans la continuité de ce qui a été dit, au-delà de l'adversité philosophique et de l'incertitude sur la préservation de la philanthropie, du mécénat et des mécaniques qui sous-tendent l'action des fondations, il y a aussi le contexte effectivement général, politique et économique, parce qu'on risque d'avoir un très large accroissement des besoins de toute nature sur tous les éléments qui nourrissent notre action, un enchérissement probablement d'un certain nombre de coûts de fonctionnement, de structures, de compétences, si effectivement, par exemple, la physionomie de la dette française est encore plus défavorable. Et en face, on a déjà une situation qui est complexe, puisque aujourd'hui déjà, la générosité du public qui finance une part des fondations, face à l'inflation, elle décroît. On a un nombre de donateurs qui viennent soutenir les fondations, les fonds de dotation et donc les actions qu'elles mènent, qui diminue. Ce sont plutôt les petits donateurs qui ne peuvent plus donner, qui donnent moins. Donc on a déjà une extrême tension sur ces ressources financières, cette générosité publique qui vient alimenter nos actions. Si les entreprises sont dans un contexte complexe, forcément, le mécénat qui est développé, certes, mais pas à la hauteur de ce qui pourrait être, ne sera pas forcément développé. Si les entreprises se sentent en insécurité, ce n'est pas le moment où elles vont investir dans d'autres secteurs qui, en plus, ne seront peut-être pas par ailleurs promus. C'est déjà difficile de soutenir les politiques sur la réintégration après sortie de prison, sur les réseaux de prostitution, la lutte contre les réseaux de prostitution, sur la prise en charge de certains droits de l'aide sociale à l'enfance, etc. Des sujets qui sont déjà complexes et qui, pour une marque d'entreprise, sont déjà pas simples à soutenir en mécénat. Demain, dans un contexte politique, social encore plus tendu, qui génère de l'isolement et du repli sur soi, ces sujets-là seront encore moins soutenus par les grands philanthropes et les entreprises. Donc on a effectivement un risque important, au-delà du fonctionnement même de nos organisations, sur c'est plus qu'un effet de ciseau, quoi. C'est un effet boomerang, c'est assez vertigineux de se dire mais comment va-t-on faire et donc on regardera, il y a quand même des solutions, mais ça c'est pour après. Et Éric Chenu, comment vous réagissez au contexte? Est-ce que vous inquiétez pour le modèle que vous défendez? Moi, je ne redoute rien tant que l'élection n'est pas menée. Je pense que c'est à nous de mener le combat, c'est à nous d'expliquer que la préférence nationale, la priorité nationale, c'est pas compatible avec l'universalisme de la sécurité sociale, où chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Qu'on soit étranger, si on travaille, qu'on paye des cotisations, on est protégé et il n'y a pas de principe de préférence nationale sur la santé, sur la prévoyance. Donc il faut l'expliquer. Si on veut réduire les inégalités, je crois que dans notre pays, il y a un attachement ontologique à l'égalité. Et on le voit d'ailleurs dans une perception de déclassement d'une partie de la population, ce qui nourrit un ressentiment, une colère légitime. C'est justement parce qu'il y a une perception qu'aujourd'hui, l'ensemble des territoires ne sont pas égaux. Si on veut lutter contre l'exclusion des plus fragiles, des plus vulnérables, si on veut éviter l'anathème contre des minorités, si on croit à l'égalité femmes-hommes, etc., on sait très bien à montrer
dans les éléments programmatiques que ce qui est proposé par l'extrême droite ou les politiques qu'ils inspirent, parce que malheureusement aujourd'hui ça va bien au-delà de seulement l'extrême droite, eh bien c'est une impasse et ça ne marche pas. Et donc, pied à pied, il faut convaincre. Pied à pied, il faut expliquer. Il ne faut pas se résigner. Mais il ne faut pas se résigner dans les 3 semaines qui nous séparent du premier tour ou les 3 et demi d'ici au 7 juillet. C'est qu'il faut, pied à pied, mener le combat d'éducation populaire et citoyenne pour que, après cette élection, que j'espère, on va remporter les Républicains. Donc on va faire en sorte qu'on évite cet écueil massif. Il faut qu'on repolitise les politiques publiques, qu'on repolitise les champs de la protection sociale, qu'on repolitise le champ de l'éducation populaire, pour faire en sorte que, en femmes et hommes libres, on choisisse le type de société que l'on veut, une société émancipatrice, humaniste, universaliste. Arnaud Bontemps, on regarde la situation des services publics que nous avez présentée. Comment vous analysez la situation aujourd'hui? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez en parler? Parce que vous êtes serviteur de l'État, donc vous êtes peut-être soumis au droit de réserve. Donc je me permets de vous le demander, mais vous n'êtes pas obligé évidemment de répondre, on le comprendra bien évidemment. Je vous répondrai sur le devoir de réserve un tout petit peu plus tard. Je vais d'abord vous répondre à votre question, ce qui sera une forme de réponse en elle-même d'ailleurs. Oui, évidemment, il y a un risque. Il y a un risque massif pour les valeurs du service public. Pardon, je ne veux pas être désagréable, mais je m'inquiète que l'on puisse voir avant tout le risque comme financier ou technique ou de crédibilité. Et je pense que le risque de ce type de discours, c'est d'abonder dans le sens de la dépolitisation du vote. Et finalement, le risque RN serait aussi un vote technique, un risque technique parce que marché financier, etc. En fait, non, c'est pas ça la question. La question, c'est une question de valeur, tout simplement. C'est est-ce qu'on répond en commun aux besoins collectifs de la société? Est-ce qu'on y répond toutes et tous ensemble avec une question universelle? Et c'est un choix de société qui est posé devant nous, pas une question financière ou technique. C'est le premier point sur lequel je voudrais insister. La deuxième chose, c'est la question de la place des services publics dans pas que la question électorale, mais l'ensemble de la situation. Et là aussi, on est face à un paradoxe. Je pense qu'elle est partout. Le recul des services publics a nourri un sentiment d'abandon massif sur lequel a prospéré le Front National en exploitant cet abandon avec des thèses, disons le mot, racistes. Je pense qu'il faut en être conscient. La deuxième chose qui concerne le premier chef des services publics, c'est que la première prérogative d'un gouvernement qui procédera du Parlement qu'on élira le 30 juin et le 7 juillet, c'est d'orienter et de financer les services publics. C'est le premier des pouvoirs. Et pourtant, alors la campagne a même à peine commencé, mais on ne voit aujourd'hui pas la question des services publics au cœur du débat. Et je pense que, et je voudrais en faire ce troisième point, c'est le point fondamental. Et à la fois, les services publics sont la cause, mais ils sont aussi une antidote. Ils sont une antidote parce que le projet des services publics, c'est de tenir ensemble toute la société. C'est un service public universel qui connaît la valeur de la gratuité, qui ne choisit pas ses usagers, et donc qui est fondamentalement incompatible à la fois avec un service public qui ne serait accessible qu'à ceux qui ont accès au numérique, à la fois avec un service public qui se replierait sur les plus pauvres et laisserait prospérer des cliniques privées pour les plus riches qui peuvent le contourner, des écoles privées sous contrat pour ceux aussi qui habitent dans les bons quartiers ou qui ont les moyens de se payer les frais d'inscription, bref. Et le service public, les valeurs du service public et un service public à vocation universelle sont incompatibles avec, ça a été dit, la préférence nationale. Donc c'est bien ça qui est en jeu. Le projet en lui-même des services publics universels est un projet
qui est une forme d'antidote, je pense, ou devrait être, s'il était porté, une forme d'antidote au Front National. Je pense que c'est aussi une des urgences qu'on doit avoir en tête dans les semaines à venir. Je rejoins absolument Éric Chenu lorsqu'il dit que rien n'est joué. Ce que nous, en tout cas, avec le collectif de services publics, mais avec d'autres, avec des syndicats, avec des associations, on va essayer de s'acharner à faire, c'est de faire du sujet des services publics un sujet de la campagne. Plus on parlera des services publics, moins on parlera d'immigration. Et si le 30 juin et le 7 juillet, les Françaises et les Français vont voter sur le programme qui va permettre de faire revenir un médecin dans les quartiers populaires et dans les territoires ruraux, sur le programme qui va permettre de mettre un enseignant devant la classe de chacun des enfants, je pense qu'on offre à la fois une première réponse aux besoins et on déplace le débat sur celui des vraies préoccupations et non des fantasmes. Et d'un point de vue purement électoral, à la fois on fait œuvre démocratique et je pense que par ailleurs on sape le terrain sur lequel aujourd'hui prospère le Front National. Je peux me permettre d'ajouter un point sur ce que vient de dire M. Bontemps. Cet enjeu, il est crucial sur deux angles. Moi, je vais reprendre sur mon secteur, la santé. Une des raisons pour lesquelles des jeunes médecins ne vont pas dans un certain nombre de territoires, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'aller en milieu rural ou semi-rural, c'est parce qu'il n'y a pas de service public. C'est ça la première raison. Deuxième élément, je pense qu'on gagnerait là aussi à avoir pour objectif, si on veut avoir un discours cohérent en matière de service public, c'est à refaire une grande loi d'aménagement du territoire. Voilà, à l'échelle d'un territoire de, je sais pas moi, 300 000, 500 000 habitants, on a droit à quoi? Comment on repose les fondements du contrat social? Voilà, c'est en termes d'hôpital, en termes d'école, en termes de transport, en termes, etc. Et c'est ça dont on a besoin. La dernière grande loi, elle date de plus de 30 ans. En 30 ans, on a augmenté la population, il y a eu des mouvements de population, etc. Et on n'a pas rebasé tout ça. Donc ça ne peut plus fonctionner. Donc si on veut, et je partage complètement ce qui vient d'être dit sur les services publics, si on veut redonner de la visibilité, de la lisibilité à nos concitoyens, si on veut retisser du lien social, de la cohésion sociale, il faut remettre au cœur du débat la question des services publics, lesquels, comment on les finance, etc., et comment on aménage le territoire. Alors, il nous reste un quart d'heure et vous avez peut-être envie de réagir, de remonter des remarques. Donc, j'aimerais qu'on aborde un dernier sujet avec nos intervenantes et intervenants, puisque vous avez commencé à l'aborder, c'est le sujet des défis que les acteurs de l'ESS doivent porter pour une société juste et qui protège. Donc, quelle mobilisation des acteurs? D'ailleurs, dans le contexte que l'on vit, est-ce qu'il y a des dossiers que vous voulez pousser plus que d'autres dans un laps de temps qui est très court? Marion Lelouvier, sur les défis. Oui. Alors, déjà, effectivement, moi, je suis venue à l'ESS parce que j'aime les gens et je crois au potentiel de chacune et chacun. Et depuis que je suis dans l'ESS, c'est plus une croyance, c'est pas une croyance, c'est pas voilà, c'est un constat. Donc, oui, les défis sont grands, mais nos forces et nos potentiels et notre puissance est encore plus grande. Elle est insoupçonnée et elle se crée partout, quelles que soient nos formes d'organisation. Et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis un certain temps. Le past président Jérôme Sadier l'a dit hier dans son discours, donc avec Jérôme, avec Éric, avec Claire, avec tous les acteurs au sein de SS France. C'est donc dans les semaines qui viennent, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est quand on a regardé encore ce que la Fondation Jean Jaurès avec la CFDT avait mené comme sondage auprès de plus de 8000 Français sur la société idéale. Quand on regarde quelle est la société idéale aux yeux des Français, c'est finalement une société idéale qui est très proche de celle que nous portons, celle que nous animons sur les territoires. Et donc, le défi pour nous, c'est le défi de la bataille culturelle, comme l'a dit le nouveau président Benoît Hamon, et il a nommé dans son bureau à ESS France un vice-président en charge de cette bataille. Hier, on a évoqué
a été évoqué les médias, ont été évoqués les médias. Aujourd'hui a été évoqué l'éducation, l'enseignement. Il faut qu'on aille au contact de tous les publics que l'on touche dans nos organisations. Nos salariés, nos instances dirigeantes, nos clients, nos usagers, nos familles, toutes les personnes qui sont quotidiennement au contact avec nous, pour faire passer le message très clairement que quand on a besoin de stabilité, quand on a besoin de réponse, quand on a besoin d'écoute, quand on a besoin de services, les services publics et l'économie sociale et solidaire œuvrent. Elles sont là, elles ont des réponses et qui ne sont pas des réponses qui sont inventées, qui tombent, qui sont des réponses qui sont co-construites sur une expérience de long terme, parce que l'économie sociale et solidaire, elle existe depuis très longtemps et qu'elle existera toujours parce que les citoyens ne laissent jamais tomber la solidarité. On arrive toujours à se mobiliser. Aujourd'hui, c'est une crise, c'est un facteur de développement exponentiel, de mobilisation forte. Dépassons la sidération et nous allons pouvoir réussir à mobiliser tous ces collectifs. Je pense que, au Centre français des fondations, en tout cas, on va passer le message qu'on ne laissera pas tomber les associations, les publics que nous accompagnons aujourd'hui. Nous ferons tout pour continuer à promouvoir l'éducation pour tous, la défense de l'environnement, la protection des droits, notamment les droits de santé sexuelle et reproductive, le droit des femmes, l'inclusion de tous. Donc nous allons continuer à œuvrer sur ces questions essentielles. Et nous allons pouvoir continuer à passer ce message partout où nous le faisons, mais en contact. Pas uniquement en tribune aujourd'hui, en discours, mais très au contact des gens, puisque l'économie sociale et solidaire, c'est ça, c'est la proximité. Merci Marie-Sophie Dessol. Quels sont donc les grands défis que doivent relever les acteurs de l'ESS pour une société juste et qui protège? Alors peut-être pour aller rapidement, pour moi, il y a trois grands défis. Le premier défi est le défi de faire savoir, que l'ESS fasse mieux savoir aujourd'hui à la société, aux personnes, ce que nous faisons et ce que nous faisons au quotidien. Je crois objectivement que nous avons un vrai déficit de notoriété et de compréhension par les Français du rôle que nous jouons sur les dynamiques de solidarité, sur les dynamiques d'universalisme, sur les logiques de réponse de proximité. Donc pour moi, ça c'est le premier défi. Le deuxième défi est quand même vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis de l'État. Aujourd'hui, notre secteur n'est pas dans une logique d'égalité de traitement, et notamment d'égalité de traitement avec les établissements publics. Et dans le champ de la santé, c'est un élément majeur. C'est-à-dire que nous n'avons pas, alors que nous remplissons les mêmes missions que les établissements publics, nous n'avons pas les mêmes logiques de dotation. Et donc, aujourd'hui, nous considérons que les pouvoirs publics maltraitent notre secteur. Et pour reprendre un exemple d'Éric Chenu sur la question des centres de santé, clairement, on nous met en difficulté alors que c'est nous qui sommes présents sur les territoires les plus éloignés ou les territoires les plus en difficulté, et on ne nous donne pas les moyens équivalents au secteur public pour répondre, et finalement on facilite le développement du privé lucratif. Donc c'est vraiment pour moi le deuxième défi, qui est de faire prendre conscience cette fois-ci au pouvoir public du rôle que nous jouons et donc de la nécessité qu'ils nous accompagnent pour répondre aux besoins de la population. Et puis le troisième défi, je dirais, il est interne à mon sens à l'ESS. Il est sur la logique de la coopération dans les territoires. Que voulez-vous, moi je suis assez frappée
de voir que sur un territoire, nous restons sans doute chacun dans notre champ. C'est-à-dire, on a le champ santé, je vais parler d'abord du mien, mais on a le champ éventuellement autour de l'environnement, de l'agriculture, on a le champ autour de l'enseignement. Et honnêtement, sur les territoires, on ne se donne pas non plus la priorité entre nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est assez interrogeant quand même, hein. Alors que nous faisons partie tous de l'ESS, on ne fait pas front commun. On ne coopère pas déjà entre nous. Donc, il me semble qu'on doit avancer sur ces questions-là et nous-mêmes prendre, j'allais dire, nos propres responsabilités. Éric Chenu, davantage de lisibilité, davantage d'action collective? Je rejoins totalement ce que vient de dire Marie-Sophie sur les coopérations entre acteurs de l'ESS, c'est évident. Sur le fait, au-delà, comme on le fait au sein du Pacte du pouvoir de vivre, comment on recrée des espaces d'échange, de réflexion, d'action commune entre nous, entre organisations, acteurs de la société engagés, mais avec les citoyens, avec les citoyennes, pour leur redonner des espaces d'expression, des espaces où ils peuvent se retrousser les manches et agir pour eux et pour les autres, c'est-à-dire faire société. Il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses. On vient de mener un forum jeune pour parler santé et solidarité dans 7 régions de France et ultramarines. C'est étonnant de voir l'envie d'agir des jeunes, mais de toute la population. Donc créons ces espaces-là. Et puis, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de notre syndrome de Stockholm dans l'ESS, parce qu'on est des gens raisonnables, on est des gens responsables, on a tellement l'envie de bien faire, de mener nos missions, que quand on se prend des coups, quelquefois, je pense qu'on hurle pas assez fort. Je pense qu'on n'interpelle pas assez l'opinion pour dire maintenant, ça suffit. Les pouvoirs publics se foutent du monde, nous mettent en difficulté. On met en difficulté nos personnels, nos professionnels. Avec Marie-Sophie, avec Daniel Goldberg, avec Sophie d'Unicancer, etc. Il y a 2 ans, en tant qu'employeur de l'économie sociale, on s'est mobilisé aux côtés de nos professionnels compte tenu des manques de revalorisation salariale. Enfin, c'est quand même surréaliste qu'on en soit obligé d'en arriver là. Simplement parce qu'on demandait l'égalité de traitement pour nos salariés de l'ESS avec les revalorisations du public. Ils font les mêmes métiers, ils contribuent aux mêmes services publics, au même intérêt général. Voilà, c'est ces sujets-là. Stéphane Hessel nous a dit dans son livre un peu posthume il y a 12 ans, « Indignez-vous ». Eh bien, je crois qu'il faut qu'on retrouve le chemin de l'indignation, le chemin de l'action collective, si on veut réenchanter les communs, réenchanter l'ESS bien évidemment, mais plus largement redonner un chemin commun, de l'espoir sur le fait qu'on peut vivre les uns avec les autres, les uns pour les autres, et que c'est quand même un formidable projet de société. Arnaud Bontemps, je vous ai vu prendre des notes de ce qu'ont dit les acteurs et actrices de l'ESS. Pour vous, comment ces acteurs de l'ESS peuvent-ils répondre à l'enjeu d'une société juste et qui protège? Je prenais des notes parce que j'entendais répondre à la question des défis et je vous avoue que quand on a préparé cette table ronde la semaine dernière, entre la semaine dernière on a préparé et aujourd'hui, il s'est passé des trucs en fait. Des trucs qui, a fortiori moi, à titre personnel, en tant que fonctionnaire, bien entendu, parce que malgré tout je suis dans une position un petit peu particulière, mais aussi dans d'autres fonctions. Par ailleurs, je préside un centre de santé dans une cité de Saint-Denis qui s'appelle le Franc-Moisin, qui est un centre de santé coopératif, qui s'occupe de populations extrêmement défavorisées, qui jouent potentiellement sa survie. Mais donc le centre, a fortiori les personnes qu'on accompagne, si demain l'AME est supprimée, si demain les expérimentations qui permettent de faire de la médiation sociale sont supprimées, bref, j'ai un tout petit peu du mal à vous répondre en faisant abstraction du contexte. Et en fait, j'en ai même pas envie. Parce que je pense qu'il faut qu'on mesure la gravité et la responsabilité qui
est aujourd'hui sur chacun et chacune d'entre nous en tant que professionnel, et je le dis y compris en tant que moi, en tant que fonctionnaire, et vous, en tant que responsable, dirigeant de l'économie sociale et solidaire, et en tant que citoyen. Et je ne sépare pas un instant ces deux fonctions. Ce sont les mêmes personnes qui sont concernées, ce sont les mêmes vies. Et aujourd'hui, je pense que ces casquettes doivent fusionner. Les défis qui sont devant nous, c'est les mêmes que ceux d'hier, mais au carré. C'est le défi de l'universel. Est-ce qu'on a une société qui, avec des services publics qui se replient sur une fraction de la population, parce qu'ils seront définancés, parce qu'il y aura la priorité nationale, et qui laisseront d'une part une fraction de la population aller aisée dans des endroits à but lucratif, et un secteur associatif d'économie sociale et solidaire, exsangue, essayer de faire comme il peut avec des bouts de scotch pour parer des fuites d'eau monumentales. C'est ça la question de l'universel, mais c'est déjà une question qui se pose, hein, on ne va pas se mentir. C'est déjà une question qui se pose. Mais elle sera posée, accentuée. Le projet du Front National, s'il ne devait passer au pouvoir, c'est de continuer les définancements, les baisses d'impôts, les diminutions de cotisations sociales et d'y rajouter une couche d'exclusion. Donc, ce défi de l'universel est le premier. Le deuxième défi qu'on a, c'est celui de faire du collectif. Et je rejoins ce qui a été dit, mais la question des services publics ne concerne pas que les agents des services publics, ne concerne pas que les usagers, elle concerne l'ensemble. Il n'y aura pas de SS forte sans un service public fort qui est capable de le financer. Il n'y aura pas de service public fort sans une économie sociale et solidaire qui prend ses responsabilités, qui interpelle, qui se bat, qui exprime une vision de la société. Et encore une fois, on a besoin constamment, en tant que service public, d'être aiguillonné. On a besoin, et particulièrement dans la période, et dans celle qui s'ouvre, quoi qu'il s'ouvre, on aura une nécessité d'avoir un tiers secteur vocal, présent, offensif, sur des questions budgétaires, sur des questions de valeur, de manière tout à fait indissociée. Et c'est le dernier point par lequel je voudrais terminer, c'est la question de la responsabilité. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à votre question sur le devoir de réserve. D'abord parce que, certes, il y a un petit peu des enjeux juridiques, mais en réalité, qui ne sont pas déterminants. Mais parce que, en fait, la question, elle est plus sur la question juridique et de est-ce que, si je parle, je vais me prendre un blâme ou un avertissement. Je pense que la question qui est devant poser aujourd'hui nous dépasse toutes et tous et va bien au-delà. Oui, prendre ses responsabilités, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques individuellement, c'est prendre des risques pour vos structures. Mais en fait, les risques qui sont là nous dépassent toutes et tous. Et nous, les risques que l'on prend dans cette salle sont infiniment moindres que ceux que prennent les personnes les plus exclues de la société qui ont infiniment moins de leviers pour se mobiliser. Donc mon message aujourd'hui, si j'en en ai qu'un, c'est un message de mobilisation générale massive, évidemment d'ici les élections, mais après, quoi qu'il se passe, parce que ça ne serait qu'un sursis, on a besoin d'être beaucoup plus offensif sur l'ensemble des questions de valeurs qui nous mobilisent toutes et tous aujourd'hui dans cette salle. Et on a besoin de passer un vrai cap d'engagement collectif pour le projet de société, de tenir ensemble la société, que l'on porte chacun et chacune à nos engagements différents. Merci. Merci à toutes et à tous. Je crains malheureusement que nous n'ayons pas le temps pour les questions parce que le timing est très serré. Donc on va enchaîner sur la table ronde suivante. Un grand merci et toutes nos félicitations, un grand bravo à nos intervenants et intervenants. Merci encore.